Bonjour, donc bienvenue c'est quoi ici? C'est Blockchain Neuchâtel ou Bitcoin Neuchâtel? Je sais même pas. Blockchain, c'est plus large, d'accord. Donc bien, plus inclusif, exactement. Donc bienvenue à Blockchain Neuchâtel. Je m'appelle François Jolin. J'ai fait des conférences pas mal à Lausanne. C'est ma première ici à Neuchâtel, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci. Et on va voir ensemble le Lightning Network, que je veux dire LN par la suite par simplicité, est-il si magnifique que ça? C'est une présentation qui a commencé dans des bars. On me parlait du LN, moi j'avais déjà regardé LN, je trouvais ça extraordinaire en théorie, mais plus le temps passait, plus j'avais des doutes sur LN. Donc on va voir ça en deux parties, le côté magnifique de la théorie dans LN, et mon humble avis sur le côté pratique de LN que je vois de plus en plus, et pour lequel, pour moi, LN, j'ai, on va dire, quelques doutes dans cette techno, comme résistance au système bancaire, patati patata, peer-to-peer et compagnie. Et c'est à la base, on va dire, des choses que j'avais parlé à des personnes dans les bars à droite à gauche, et à un moment donné, je me dis, on va faire une conférence là-dessus. Donc c'est une conférence que j'avais fait à Lausanne il y a quelques semaines, et on m'a invité ici en disant, bah, pas si mal, tu peux la faire également ici, ça pourrait intéresser des personnes. Donc c'est parti. Alors, pour me présenter, François Jolin, vous pouvez me retrouver avec @CodableTV sur Twitter, Telegram, YouTube. Et si vous connaissez, j'écris des articles pour des revues Contrepoint et Conflit, mais je dirais c'est une par mois, donc faut vraiment, si vous me voyez, c'est que vous avez été dans le bon jour, le bon moment. Mais vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes pour mes podcasts, ma chaîne YouTube et des articles à droite à gauche. Alors c'est parti pour l'explication du LN. Donc encore une fois, ça va être en deux parties. Le LN, le côté magnifique du LN par la théorie, parce que pour avoir regardé la théorie, je trouvais ça vraiment incroyable. Moi, au départ, LN, quand j'ai vu ce que c'était, j'étais bluffé par l'aspect technologique et par les capacités de cette technologie. C'est après, on va dire, quand j'ai vu dans le détail ce que fait comment ça s'implémente dans la réalité, ce que font les gens dans la réalité avec, où j'étais un peu plus déçu, et où aujourd'hui je me dis, bah en fait, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Donc on va d'abord commencer par la théorie. LN, qu'est-ce que c'est? On part souvent d'un système de boulier. C'est pas si bête, parce que ça montre qu'il y a à la fois un avantage, c'est que c'est du vrai pair à pair. C'est-à-dire, si vous voulez faire du LN avec quelqu'un, vous avez juste à vous prendre un nœud LN, ouvrir un canal ensemble, et vous êtes en mesure d'échanger du LN. Ce n'est pas forcément le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, on dit que c'est du pair à pair, mais entre nous, entre deux personnes qui s'échangent du Bitcoin, il y a un mineur et il y a un réseau. Et si le mineur il dit non et si l'ensemble du réseau dit non, vous ne pouvez pas vous échanger. Donc mine de rien, le système de boulier de LN, il n'est pas si mauvais. Par contre, on voit une limite, et c'est un peu ça où le système de boulier est pas mal, c'est qu'il faut initier des jetons dans le canal, et on ne peut s'échanger que à travers une capacité. C'est-à-dire les canaux LN ont une capacité, on ne peut pas aller au-delà. Mais c'est, on va dire, pour l'instant, un très bon avantage de LN, c'est du vrai peer-to-peer, vraiment dans le plus pur esprit. Il n'y a même pas un mineur, il n'y a même pas un validateur autre que les deux personnes au milieu d'un canal LN. Si on regarde un peu plus dans le détail, quelles sont ces fameuses boules que l'on s'échange dans les canaux LN? Si on regarde dans le détail, en fait, quand Alice et Bob veulent ouvrir un canal LN, ils vont mettre de l'argent. Donc ici, j'ai mis 3 pour Alice, 2 pour Bob, Bitcoin ou ça, tout ce que vous voulez. On va les geler dans une transaction multisig de 2, c'est-à-dire que les deux signatures vont être nécessaires pour dépenser cette signature multisig. Et ensuite, donc ça, une fois que c'est fait, les deux vont s'envoyer une transaction qui dit Alice, tu peux dépenser tes 3, Bob, tu peux dépenser tes 3, signé d'Alice et Bob. Donc ils vont, premièrement, créer cette adresse et mettre les fonds dans cette adresse. Deuxièmement, créer une transaction qu'ils ne vont pas committer sur le réseau Bitcoin. Et c'est ça qu'on s'échange sur le LN. C'est si jamais, par exemple, on souhaite maintenant faire passer Alice envoie 1 à Bob, ce qu'il y a dans la blockchain Bitcoin, la multisig, elle n'a pas changé, on est toujours sur 3 sur 2. Par contre, Alice a dit, bah maintenant, Bob, voilà la nouvelle transaction que j'ai signée qui n'est pas committée, dans laquelle maintenant moi j'ai 2, et Bob, il a 3 de cette adresse multisig. Donc, c'est un autre avantage que je trouvais incroyable au LN.
quelles sont les fameuses boules que l'on s'envoie en fait? On s'envoie des transactions non committées qui peuvent à tout moment être committées. Donc committé, c'est envoyé et validé par blockchain. Qui peuvent à tout moment être envoyées et validées par blockchain et qui répartissent les fonds selon la dernière balance entre les deux personnes. Et ça, ce que je trouvais incroyable, c'est que c'est donc une L2 qui utilise des quasi-bitcoins que l'on peut récupérer sur le L1 sans avoir besoin d'un bridge ou autre. Et ça, conceptuellement, je trouvais ça assez incroyable avec le LN, là où la plupart des L2 sont dans une sorte de bricolage où on va créer une sorte de copie du jeton original avec un bridge qui est censé faire 1 pour 1 et au moindre hack, tout ça s'effondre, ou si un truc si le bridge est plus là, on récupère pas nos jetons. Dans le cas du Lightning Network, on s'échange des véritables transactions Bitcoin parfaitement légitimes, prêtes à être envoyées, c'est juste qu'on les envoie pas. Et mine de rien, c'est un L2 qui utilise du quasi-Bitcoin, donc du quasi-monnaie de L1, et j'en ai pas vu beaucoup à ma connaissance. Donc très bel avantage pour le Lightning. Maintenant, c'est parti, on rentre encore plus dans le détail, parce que vous verrez que le diable se joue dans le détail dans le cas du LN. Si on revient sur la transaction précédente, celle-ci, elle est légitime, Bob peut aller la committer, signer comité, ça répartit correctement les fonds. Mais celle-ci, elle reste aussi légitime, même si la deuxième est arrivée. Donc, Alice pourrait très bien, en fait, aller committer la transaction précédente, qui a son avantage. Donc, une des problématiques du LN quand on regarde son fonctionnement, c'est comment rendre une transaction légitime caduque. Et c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on a une transaction Bitcoin qui est parfaitement légitime, qui à tout moment peut être envoyée sur le réseau, mais elle ne doit pas être envoyée sur le réseau. Il faut faire en sorte que cette transaction n'ait pas lieu sur le réseau, alors que tout est dedans et tout est parfaitement légitime. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec le fonctionnement, et pour ça un peu on va dire, de nomenclature. Je vais appeler dans la suite un secret de X, donc X c'est Alice ou Bob, autant T, donc c'est quand ils s'échangent, T1, T2, T3 à chaque échange entre eux. On va appeler une preuve de secret de X autant T, le hash du secret. Il ne faut pas chercher plus loin. La preuve de secret, c'est le hash du secret, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une preuve en disant j'ai un secret, je ne le révèle pas, mais voilà la preuve du secret, et comme ça, le moment venu, on va pouvoir révéler le secret en disant tu vois, c'était bien celui qui matchait au début. C'est ça qu'on appelle une preuve de secret en Lightning. On a un secret, on le garde avec nous, mais on donne une preuve de ce secret pour que le moment venu, on puisse prouver qu'on était bien en connaissance du secret initial. Attention toutefois, je fais parce que c'est actuellement à la mode, on parle, bon, je sais pas à quoi sert ce bouton, on parle beaucoup de zéro proof of knowledge, ce n'est pas ça, faut pas, voilà, on parle beaucoup de ça à l'époque, aujourd'hui, ici, à la fin, on révèle le secret. À la fin, le secret, il est révélé pour montrer qu'on avait bien la connaissance du secret initial. C'est juste qu'on ne le révèle pas au début, forcément. Mais à la fin, il est révélé. Donc à ne pas confondre avec le Zero Knowledge Proof, puisqu'à la fin, on révèle le secret. C'est beaucoup plus simple, encore une fois, derrière ce truc un peu abscon, mais qui va être utile pour la suite, c'est un secret, on fait son hash, et on en partage le hash du secret. Donc c'est parti, on rentre un peu dans le dur du protocole. Création d'un canal 5.1 entre Alice et Bob. Donc Bob génère son secret. Il envoie sa preuve de secret à Alice, donc il envoie son hash du secret. Alice génère et signe cette transaction-là pour Bob, qui dit « Mon cher Bob, si jamais tu veux committer la transaction, je récupère mes 5. » Au moins, ça va vite. Donc moi, je récupère mes 5 en tant qu'Alice. Toi, par contre, si tu souhaites récupérer ton Bitcoin que tu as gelé dans la transaction multisig, soit tu attends 24 heures, tu dois attendre 24 heures si je n'ai pas révélé ton secret. Donc Bob, il reçoit ça, c'est signé d'Alice. Il peut committer ça tout de suite. Alice, elle peut faire valoir cette clause-là. Alice ne peut pas faire valoir cette clause-là parce qu'elle ne connaît pas le secret de Bob. Il est ici, connu uniquement par Bob. Donc cette clause-là ne peut pas avoir lieu. Par contre, si Bob attend 24 heures, il va pouvoir faire valoir cette transaction et un Bitcoin qu'il y a dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a la symétrie. C'est-à-dire que Alice génère un secret, envoie son hash à Bob, Bob utilise ce hash pour générer et signer cette transaction qui dit « Chère Alice, si tu commits cette transaction, moi je récupère mon Bitcoin, ça c'est sûr. Toi par contre, tes 5 Bitcoins, tu dois attendre 24 heures si je n'ai pas révélé ton secret avant. Sinon, si j'ai révélé ton secret avant, tes 5 Bitcoins sont à moi. »
encore une fois, Bob ne connaît pas le secret d'Alice, donc il ne peut pas faire valoir cette clause. Donc là, c'était pour la création d'un canal Lightning. Voyons maintenant quand Alice envoie 1 à Bob. Eh bien, ça ressemble beaucoup à l'autre, c'est juste qu'on est passé à l'étape d'après. Donc on a de nouveau généré un secret, autre que le premier, Bob a généré son secret, il a envoyé son hash à Alice, Alice a généré et signé cette transaction qui est exactement la même chose. La balance est maintenant mise à jour, vu qu'on a envoyé, Alice a envoyé 1 à Bob, c'est maintenant 4 pour Alice, 2 pour Bob, toujours pareil, cher Bob, si tu veux committer cette transaction, moi je récupère mes 4 tout de suite, sans condition, toi tu peux récupérer tes 2 au bout de 24 heures, si je n'ai pas révélé ton secret à l'étape 1, ton secret 1. Et rebelote, Alice génère un secret de t égale 1, elle envoie le hash à Bob, Bob génère et signe la transaction qui dit à peu près la même chose. Chère Alice, moi je récupère mes 2 tout de suite sans condition, toi tu dois attendre 24 heures si je n'ai pas révélé ton secret à l'instant 1 avant. Donc jusqu'à là, ça va. Et la petite touch finale, c'est les deux, maintenant, partagent leurs secrets respectifs au temps d'avant. Les deux partagent maintenant, c'est-à-dire, ils gardent le secret actuel pour eux, mais le secret d'avant, ils doivent le révéler. Et pourquoi? C'est que si on revient maintenant ici, et imaginons maintenant que, maintenant Alice, voilà, Alice, elle va committer laquelle Alice? Elle va committer celle-ci, celle-ci. Alice, elle veut committer, voilà, non, c'est l'autre. Attendez, j'ai un petit doute. Si, voilà, non, c'est celle-là. C'est-à-dire que Alice maintenant qu'Alice veut tricher, elle veut envoyer celle où elle va récupérer les 5 au lieu des 4. Elle l'envoie, et bah Bob, maintenant, il connaît le secret à l'instant 0. Donc si Alice, elle propage une transaction ultérieure, Bob, en théorie, il est censé maintenant avoir le secret antérieur, donc il va pouvoir punir Alice. Je sais que tu aimais bien que je punisse. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas faire du rétro-commitment. On peut, mais si on le fait, la personne, vous voyez, alors si jamais on ne le fait pas au bout de 24 heures, Alice peut débarquer. Mais si vous regardez la blockchain et que vous analysez cette transaction-là, vous dites, oh, Alice est en train de me la mettre de travers, paf, je fais valoir son secret à l'instant 0 et je récupère l'intégrité du canal. Donc, à la question, c'est ça qui est un peu du génie dans le Lightning Network, à la question comment rendre une transaction légitime caduque, on ne peut pas rendre une transaction légitime caduque. Une fois que la transaction est signée par les deux, ils peuvent la committer à tout instant. Donc mathématiquement, on ne pourra rien faire. Par contre, on peut mettre des clauses dans la transaction qui fait que si l'un essaye d'avoir l'autre, il se fait punir. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne committe pas des transactions qui sont plus avantageuses pour nous antérieures, des transactions antérieures qui sont plus avantageuses? Parce que si l'autre le remarque, il va pouvoir récupérer l'intégralité du canal et en fait, on va perdre notre argent. Donc le Lightning Network, il a réussi à contourner le fait de rendre des transactions légitimes caduques en créant une sorte de théorie des jeux où vous n'avez pas intérêt à mettre des transactions passées, pas mettre la dernière transaction dans la blockchain Bitcoin. Petite chose encore plus incroyable du Lightning. Donc vous voyez qu'en gros, on envoie des hashes, on crée un secret, on envoie des hashes de ce secret. Et ça, c'est un système qui va permettre de mettre des clauses punitives dans les transactions LN. La chose qui est géniale, c'est que, mettons Alice veut envoyer de l'argent à Charlie en passant par Bob. Et bien Alice prend son secret, envoie le hash, et le hash du secret d'Alice devient le secret de Bob. Il va devenir le hash du secret d'Alice. Autrement dit, ce système, en plus d'être très ingénieux, il est chaînable. C'est-à-dire que Alice a aucun problème à faire des chaînes de transactions entre Bob et Charlie, parce qu'en fait, elle va aussi pouvoir punir Charlie s'il se comporte mal. Et elle va pouvoir punir Bob s'il se comporte mal, elle va aussi pouvoir punir Charlie. Donc ce système, qui est franchement mathématiquement pas très compliqué, mais très ingénieux, il est en plus chaînable, il permet comme ça de créer des réseaux de transactions en toute confiance, puisque la confiance repose sur le fait que l'autre, s'il fait n'importe quoi, il va se faire
punir. Donc voilà la première partie de cette présentation. Et très franchement, moi quand j'ai découvert ça à l'époque, je dis c'est vraiment idyllique. C'est-à-dire que c'est le Lightning, théoriquement, il est parfait. On n'a pas besoin d'un approbateur d'un mineur, c'est du vrai peer-to-peer. On a des quasi-bitcoins dans le L2 qu'on peut à tout moment utiliser dans le L1 sans avoir besoin d'outils complexes, de bridge, de machin. Plus de vie privée, puisqu'en plus, là maintenant, votre transaction n'apparaît que dans les nœuds qui ont la transaction. Et si vous avez suivi en plus le hachage, Charlie n'a aucune idée que c'est Alice qui est derrière, que en fait la chaîne est en amont. De même qu'on n'a pas la moindre idée que la chaîne est en aval aussi. Donc on a un niveau de vie privée qui est bien plus grand qu'avec Bitcoin, on n'a pas de livre ouvert, et en plus, vous en tant que nous, vous ne savez pas si jamais c'est vraiment lui qui envoie la transaction ou s'il est juste de passage. Donc vous ne savez pas qui achète quoi en fait, concrètement. Et en plus, rapide, peu cher, donc vraiment du génie, tout est parfait, à moins que... maintenant on regarde le côté en pratique. La première critique que j'ai à faire vis-à-vis du Lightning Network, c'est que c'est un système par boulier, ça veut dire que ça consiste à dire Bob envoie 1 à Alice, Alice envoie 1 à Bob, et ainsi de suite, les deux ont des échanges mutuels. Sauf que dans la vie, les échanges sont unidirectionnels. C'est toujours mon patron qui me paye, moi qui paye les commerçants, et allez savoir comment les commerçants qui à un moment donné payent leurs fournisseurs qui deviennent les clients de mon patron, et ainsi de suite. Donc on est dans une économie qui est circulaire, alors que le Lightning, lui, nécessite d'avoir des canaux où il y a des échanges de l'un et l'autre des côtés. Donc typiquement, si moi je fais un canal LN avec ma boulangerie, c'est toujours moi qui vais donner de l'argent à cette boulangerie, donc à un moment donné, c'est sûr, il va devoir être fermé prématurément. C'est-à-dire que si jamais je mets un canot avec seulement 20 ou 30 balles dessus, en 3 semaines, il va être fermé. C'est toujours moi qui va mettre de l'argent, jamais ma boulangerie ne va remettre de l'argent dans l'autre sens en allant vers moi. Je dis jamais, c'est ce que je pense, parce que est-ce qu'il serait possible, est-ce qu'il c'est possible dans le Lightning, c'est-à-dire qu'on refait tout le circuit inverse, c'est-à-dire que moi qui ai donné de l'argent au commerçant, le commerçant a un nombre de fournisseurs en cascade, et à un moment donné, un de ces fournisseurs était le client de mon patron qui m'a donné l'argent. Est-ce que quand le patron, lui, va me payer mon salaire, on va pouvoir refaire cette boucle qu'il y a eu dans la société pour rééquilibrer les comptes? Quand je vois que le Lightning, il optimise les chemins les plus courts, ceux avec les moins de frais, je pense pas que quand mon patron va me payer, ça va revenir dans l'économie par le chemin inverse et que les canaux vont se rééquilibrer. Donc, vu que l'économie est toujours circulaire et que les transactions vont toujours dans un seul sens, j'ai bien peur que les canaux vont se vider constamment et ça va pas être très utile. C'est-à-dire, on va toujours devoir remettre de l'argent, de la trésorerie en plus dans les canaux qui vont se fermer. À moins que le système est centralisé. C'est-à-dire que si on a des gros nœuds, si on est tous liés à des gros nœuds Lightning, eh bien là, on peut avoir un système de va-et-vient. C'est-à-dire que si les nœuds ont à la fois des patrons, des employés, des fournisseurs, des clients, tout le monde est à peu près attaché à des nœuds comme ça, entre les nœuds, il va y avoir du va-et-vient, et ensuite, moi, je vais aussi avoir du va-et-vient entre le gros nœud et moi. Parce que d'autres personnes, les commerçants, les fournisseurs, les patrons vont être attachés. Donc là, on peut avoir, je pense que là, on aura moins de problèmes de liquidité dans les canaux. Mais le réseau devient centralisé. Et ça, c'est un problème assez, on va voir, récurrent. Sans parler que actuellement, dans le monde de l'entreprise, on est plutôt... Alors, dans le Lightning, il faut... Ouais, si vous avez des questions... ouais. Dans le Lightning, il faut prévoir sa trésorerie à l'avance. Donc, mettons, typiquement, moi, je veux payer le loyer à ma propriétaire, on va dire 1500 de loyer. Et ben, si je veux pouvoir payer ça, je sais pas, on va dire pour être tranquille sur 6 mois, je vais devoir emprisonner 6 fois 1600, ça fait 9000. J'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je peux pas faire ça avec tout le monde, quoi. Donc là où le monde actuellement paye que qu'on a besoin, voire même le monde de l'entreprise, c'est on paye la facture 3 mois en retard pour justement éviter d'avoir, enfin, pour justement ne pas sortir la trésorerie. C'est-à-dire, tout le monde de l'entreprise est tourné sur le fait de il faut avoir sa trésorerie et éviter de la sortir, donc payer tout le plus tard possible, ainsi de suite. Là, le Lightning, il faut aller voir des commerçants en disant, alors tes fournisseurs, il va falloir que tu provisionnes, si tu veux tenir 3 mois, il faudra que tu provisionnes 3 mois dans ton canot à l'avance. C'est un changement de paradigme dont je pense que beaucoup d'entreprises ne peuvent tout simplement pas faire ça. Beaucoup d'entreprises ne peuvent pas provisionner en gros leur
leur coût 6 mois à l'avance pour tous leurs fournisseurs, c'est pas possible. Encore une fois, à moins qu'on centralise, c'est-à-dire à moins évidemment qu'on repasse sur des nœuds importants. Oui? Attends, si tu as question. Question bête. Attends. Là, tu seras enregistré. Juste. Ouais. Question bête. Pour ces cas d'utilisation, on n'aurait pas meilleur temps de ne pas utiliser Lightning? C'est possible. Typiquement, tout ce qui est des gros montants, si loyer et compagnie, 1500 de loyer, s'il y a 2 balles qui se perdent dans des frais, pourquoi pas. Mais tout ce qui est, par exemple, moi, la boulangerie et compagnie, Hormis les ça, frais, ouais, l'un des avantages principaux de Lightning est la confirmation rapide, ou assez de confiance sur le paiement de façon semi-instantanée. Par contre, quand je paye mon loyer et le paiement passe aujourd'hui ou demain, tout pour à moi c'est fait, égal. tout à fait. Donc le loyer, oui, tout à fait. Le salaire aussi. Mais par exemple, moi qui paye ma boulangerie avec, c'est là où Lightning, en théorie, il était censé être, on va dire, un peu présent parce qu'il est instantané, rapide, peu de frais. En fin de compte, oui, il est là, mais à condition d'avoir des gros nœuds qui vont permettre un peu d'équilibrer les choses. Mais tout à fait, on peut même se poser la question dans les exemples de payer un salaire ou payer, on va dire, des loyers et compagnie. Est-ce que Lightning est bien? On va dire, ça dépend du marché et des frais sur Bitcoin, quoi. C'est c'est un peu ça. Si je vois qu'il y a un frais ou deux sur Bitcoin, je préfère Bitcoin. Mais si jamais je dois payer 15 balles de frais pour faire mon loyer, je préférais Lightning. Enfin bon, donc voilà. Mais voilà. Oui, tout à fait. Donc, petit problème qu'il faut, quand vous voulez convaincre un commerçant, il faut les convaincre de dire, enfin, si vraiment ça scale, tu vas devoir avancer ta trésorerie. Et ça, je suis pas sûr que les commerçants ont très envie. Deuxième point, important. Donc là, le premier, c'est, on va dire, une sorte de, je sais pas comment dire, de théorie des graphes, où le graphe des transactions unidirectionnelles dans la société, je trouve, s'adapte mal avec le graphe qui est censé être balancé, enfin, qui est censé être équilibré dans Lightning. Deuxième point, regardons un peu plus ce schéma. Alice envoie 1 à Bob, donc c'est Bob qui reçoit. Bob doit générer un secret, générer une transaction et la signer. Et donc Bob doit être réceptif quand il veut recevoir du Lightning. Ça signifie que votre nœud doit toujours être connecté à Internet avec ses clés privées en RAM, c'est-à-dire pas du tout de cold storage ou quoi que ce soit. Votre nœud Lightning, pour qu'il fonctionne, il doit toujours être connecté à Internet, sinon les gens ne vont pas pouvoir vous envoyer de l'argent. Et en plus, connecté à Internet avec vos clés privées, parce que c'est bel et bien elles qui vont jouer votre générateur de secrets et vos clés privées pour pouvoir. Et la clé privée, quand on dit générer signe, je rappelle que c'est la clé privée qui va libérer les fonds sur la multisig. Donc c'est la vraie clé privée qui va vers Bitcoin, vers le vrai argent. Et ça constamment en RAM, quelque part, connecté à Internet. Donc c'est exactement ce qu'on dit de ne pas faire dans Bitcoin, parce que trop compliqué, et on dit à tout le monde, il ne faut pas faire ça parce que tu risques de te faire pirater, c'est dangereux. Et c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai qu'il faut être piraté. C'est ce qu'il faut faire dans Lightning. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit à l'erreur dans Lightning quand vous gérez votre nœud. Il faut faire attention de ne pas se faire pirater, il faut faire attention de ne pas avoir de temps mort. Et il faut faire attention de ne pas avoir de temps mort, parce que si vous regardez attentivement la chose, alors le 24 heures, on va y revenir dans la slide suivante, c'est pas exactement ça, mais il y a un temps que vous mettez pour geler les fonds en attendant que l'autre puisse intervenir et vous punir. Mais si jamais, par exemple, vous voyez, mettons que là, Alice, elle veut s'envoyer la transaction avec les 5 pour elle, 1 pour Bob. Si Bob ne réagit pas à temps, Alice, elle va pouvoir faire valoir cette condition, cette clause. Si à 23h59, je passe la transaction d'avant, Exactement. là, je peux. Exactement. Il n'a pas le temps de réagir. Exactement. Il y a un temps de réaction dans la transaction, dans la clause, mais s'il ne l'utilise pas pour réagir, toi, tu peux réagir et récupérer. Donc, votre serveur 1, il doit être super secure. 2, faut qu'il soit toujours en ligne, parce que s'il n'est pas en ligne, vous pouvez vous faire, on va appeler ça une contre-punition. Alors, pour entrer dans le détail, on m'a informé de ça à Lausanne, c'est un peu plus subtil que ça. Et quand vous ouvrez un canal avec quelqu'un, c'est pas fixé à 24 heures, c'est chacun dit le min et le max. Parce que les gens n'ont pas envie d'avoir les gens n'ont pas envie que quelqu'un gèle leur avoir pendant 3 semaines, un mois, quoi. Donc en fait, au moment où vous ouvrez un canal, vous dites, moi je veux bien être verrouillé pendant minimum, je sais pas, une journée à 7 jours. L'autre il dit, ah bah moi c'est de 2 jours à 6 jours, ok c'est bon, on se fixe sur 2 jours, ça marche.
Et plus vous allez vous mettre des jours pour dire, toi, je veux verrouiller ton fonds longtemps, moins vous allez trouver de gens pour faire des canaux Lightning parce que les gens n'ont pas envie, notamment les gros nœuds et compagnie. Donc, c'est à la fois, c'est pas, par défaut, je crois que c'est un jour ou deux. De ce que j'ai vu sur Internet, ça peut aller sur 7, voilà. Mais clairement, si vous commencez à dire, moi, je prends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vite avoir porte close pour ouvrir des nœuds parce que les personnes auront dit qu'ils ne veulent pas, eux, plus que quelques jours. Ouais. Le maximum, ça limite le nombre des groupes intermédiaires? Le maximum, il me semble, il était à 5 mois. Dans la doc que j'ai lue, c'était à 5 mois. Mais C'était un? le maximum que tu peux mettre, toi, c'était 5 mois. Pardon, Ouais. je reformule ma question. Ouais. Attends, si tu veux, prends le petit micro comme ça. Le maximum qu'on spécie sur la configuration du channel Ouais. limite les nombres des nœuds intermédiaires qui peuvent intervenir lors du routage du paiement. Exactement, c'est qu'en fait, les nœuds, toi, tu dis, je veux tant de jours. D'autres nœuds disent, moi, je veux maximum tant de jours. Et si jamais, bah, il n'y a pas assez, tu vois. Si jamais, par exemple, tu dis, moi, je veux 2 semaines, et que les nœuds disent, moi, je voulais maximum 1 semaine, tu vas pas pouvoir faire le canot. Donc, il y a une sorte de négociation au tout début de la canal, quoi. Moi, j'ai envie d'envoyer des fonds à Alexis. Ouais. J'ai pas de canal avec lui, mais Ouais. j'ai un canal avec François, François avec Lucas, et super, j'ai le nom de tout le monde dans l'enregistrement. Donc, Lui, c'est pas Alexis. ah oui, pardon. Ouais. Ah oui, Vas-y, continue. très bien. Bah, tant mieux, t'es pseudonyme maintenant. Ouais. Et ouais, donc bah, moi j'ai mis, admettons, 3 jours au maximum, enfin entre 1 et 3 jours. Lui, Ouais. il a mis, enfin, tout le monde a mis la même chose. Du coup, est-ce que je vais quand même réussir à router jusqu'à David? Oui. Très bien. Ouais. Tu vas tous les- Je vais y Compliqué. arriver. Robert. Ouais. Oui, enfin, sachant que eux, ils doivent quand même, parce qu'à chaque fois qu'ils forwardent une transaction, ils doivent réduire le TTL de la transaction, non? Ils vont réduire le total de la... Le temps qu'ils sont d'accord de verrouiller le canal. Ouais, mais après, en fait, c'est juste entre les deux nœuds que ça se négocie. D'accord, ok. Juste entre les deux nœuds. Ça répond à ma Donc en fait, il y a une min-max. Toi, tu dis, je veux minimum 3 jours et maximum 3 semaines, par exemple. Bah, si quelqu'un te dit, bah moi, ça sera 4 mois, cette personne, elle vient, toi, elle est hors de tes conditions à toi, donc il n'y aura pas de nœud Lightning. Et plus, en fait, tu mets des jours comme ça en disant, moi, je veux 3 semaines, 2 semaines, et ainsi de suite, plus, en fait, les nœuds vont dire, bah non, moi, c'était maximum 1 semaine de rétention. Voilà, donc effectivement, j'ai mis 24 heures pour simplifier, j'avais ça en tête, et en regardant plus en détail, effectivement, c'est modifiable, mais plus vous mettez longtemps, moins vous arriverez à vous connecter. Donc, place un peu à la conclusion, ça me fait penser au mail. C'est-à-dire que si on regarde le mail, donc le protocole mail oblige d'avoir un serveur en ligne toujours actif sous peine de ne plus recevoir les emails, impose une sécurité absolue sous peine de se faire voler ses emails et ses comptes associés en faisant des reset password, incite à se lier à des services ayant pignon sur rue pour éviter d'être vu comme un spam en plus. Ça, c'est le petit problème des mails, c'est que si vous arrivez vous avec votre serveur configuré vous-même, ça tombe dans les spams. À la fin, les utilisateurs délèguent leur email à des acteurs centralisés. Le mail devient un réseau inféodé avec des messages instantanés interopérables. Eh bien, Lightning, il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Le protocole Lightning oblige d'avoir un serveur en ligne toujours actif sous peine de ne plus recevoir les transactions et de se faire siphonner ses BTC, impose une sécurité absolue sous peine de se faire voler ses BTC, incite à se lier à des services ayant pignon sur rue pour éviter d'être à court de liquidité dans les canaux. À la fin, les utilisateurs délèguent leurs BTC à des acteurs centralisés. Le LN devient un réseau inféodé avec des transactions instantanées interopérables. Cette dernière conclusion, on peut la voir comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois à moitié vide parce qu'à la base, LN, c'était pas ça. Moi, j'avais la vision d'un super réseau pair à pair, centré sur la vie privée, patati patata. Et plus je me rends compte comment le LN est utilisé actuellement, plus je me rends compte que oui, personne en fait, très peu de gens font tourner un ELN vu la complexité. Et on va préférer avoir... voilà. Alors Phoenix, j'en parle juste après, parce que lui, il est un peu plus supérieur que les autres. C'était le bonus, s'il reste du temps. Oui, il reste du temps. Mais on va avoir, par exemple, des trucs 100% not custody, enfin, custody, style, je sais pas,
Relais ou des choses comme ça, ou Mon Pèlerin, où vraiment on a un compte chez eux, quoi. C'est vraiment comme une adresse mail, on a un compte chez eux. Et de plus en plus, je me rends compte que le LN tend vers ça, dû à sa complexité de s'auto-héberger et d'avoir son self-custody. Alors, est-ce que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je pense qu'il est à moitié vide parce que moi, j'étais parti d'une image assez haut. Mais en attendant, on pourra avoir un futur où ça permet d'avoir un développement de masse, c'est-à-dire qu'en gros, les gens, sur Revolut, sur Squareco, excusez-moi, Squareco, c'est un projet, désolé pour lui, sur Internet, j'ai oublié, sur Swissquote, ou sur, par exemple, Twint, on a tous un compte LN, et ça permet de faire des transactions instantanées interopérables. Mine de rien, la dernière chose, transactions instantanées interopérables, ça n'existe pas aujourd'hui dans le système bancaire financier. Soit vous avez des transactions instantanées chez Twint et Revolut, mais il faut être chez Twint et Revolut, c'est pas interopérable entre services. Soit vous avez des virements bancaires qui sont interopérables, mais ils sont pas instantanés. Donc le fait que le Lightning, si on trahit le Bitcoin maximaliste qui est en nous, et qu'on se retrouve avec un compte, littéralement un compte mail, hein, en plus ça prend la forme de ça, les comptes Lightning, hein, c'est nom d'utilisateur, le serveur. Et ben les gens auront un compte facilement d'accès sur Lightning, et peut-être qu'ils vont même pouvoir faire des transactions Lightning de Revolut. En fait, on va pouvoir se rembourser de Revolut à Twint si on veut. Et on me dit que ça va plutôt finir comme ça, Lightning, vu comment c'est parti. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Moi, j'avoue que mon côté Bitcoin maximaliste de réseau pair à pair, self-géré, en a pris un coup. Mais en attendant, il peut y avoir quand même un potentiel à que la masse soit très contente de dire c'est comme un compte mail, c'est juste que tu vas pouvoir faire un truc que tu as rêvé dans ta vie, c'est rembourser quelqu'un de Revolut depuis Twint. Et ça, et en instantané. Et ça n'existe pas à l'heure actuelle. Donc est-ce qu'on se dirige vers ça? Est-ce qu'on va tous finir avec un Lightning? Ça, j'en doute. Mais on verra bien. Voilà pour la conclusion. Et vu qu'il reste du temps, on peut parler du cas de Phoenix, parce qu'on a parlé aussi à Lausanne, que je ne connaissais pas. Et il rehausse la barre un peu. En gros, le principe de Phoenix Wallet, donc c'est géré par Async, qui est, je ne vais pas dire Monsieur Lightning, mais pas loin. C'est eux qui ont grandement développé le protocole, qui ont un nœud. Et ça consiste à dire vous êtes self-custody, c'est-à-dire que vraiment les clés sont dans le téléphone. Par contre, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes connecté qu'au nœud async. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc en fait, vous n'êtes pas libre de vous connecter partout, c'est trop compliqué. Donc Async, ils ont dit on va simplifier le problème maximum, je mets une app, cette app, les clés sont générées dedans. Par contre, cette app, elle n'a qu'un seul truc, c'est qu'elle se lie à mon nœud async sur lequel je maîtrise tout, et comme ça au moins je sais comment ça se passe. Je suis même pas sûr que c'est vraiment un nœud Lightning, ça se trouve c'est une API REST classique, je sais pas. Mais ça consiste à dire, donc on n'est pas sur un système très décentralisé si on n'a que du Phoenix, parce que tout le monde est relié sur le même nœud qu'Async, mais au moins on est self-custody, avec quand même quelques limitations. C'est qu'il n'y a pas de magie, c'est-à-dire vous êtes self-custody, c'est à vous d'aller signer et générer les transactions, donc votre téléphone, l'app doit toujours être connecté à Internet pour recevoir des paiements. Et il mettait dans la doc que certains téléphones, par exemple comme Samsung, Huawei, je pense iPhone, mais je suis pas sûr, interdisent des tâches qui tournent en background. C'est-à-dire que dès que votre app Phoenix n'est plus devant vous, vous ne pouvez plus recevoir de transactions. Donc le cas de Phoenix est quand même intéressant parce qu'ils ont quand même réussi à apporter le self-custody pour tous. Mais la décentralisation, c'est moyen parce qu'on est tous reliés en fait au nœud async et avec des limitations qui fait que si votre app, donc le commerçant qui a sa tablette toujours ouverte, pourquoi pas, vous qui n'avez pas toujours l'app Phoenix devant vous ouvert, c'est pas encore idéal. Mais on va dire ça se rapproche. Quoi l'avantage en fait je vois aucun avantage par rapport à n'importe quelle autre application de le seul avantage de Phoenix, c'est le self-custody. C'est-à-dire que c'est toi qui as la clé de tes Lightning. Parce que les autres applications de LN... Ah non, les autres applications, c'est littéralement un compte... Là, chez Relais, par exemple. Okay. Les autres, en fait, les autres applications Lightning, c'est comme si tu étais chez Binance. Okay, c'est comme Twint. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai installé Phoenix, donc je pensais que c'était tous les LN. Non, justement, c'est le gros d'avantage de Phoenix, c'était self-custody. Ils ont réussi au moins à détacher ça. Au prix, c'est normal de simplifier comme la chose en disant, tu vas pas pouvoir te connecter à partout. Là, nous, on gère pas. Tu te connectes qu'à notre nœud, comme ça, au moins, on sait que ça marche. Et je pense qu'ils ont rajouté une surcouche même dessus leur Lightning pour être encore plus simple à intégrer. Mais donc, aujourd'hui, ça n'existe pas de wallet qui permettrait
self-custody, de ne pas passer par le canal qui a créé le wallet, par exemple, comme Async fait là, ici, avec Phoenix, ou bien? J'ai pas, peut-être, mais j'ai pas connaissance. Vous avez... D'ailleurs, pour la petite histoire, A5, c'est une boîte française à Paris. Ouais. Des rares boîtes qui fait du Bitcoin only et en plus de ça, qui arrive à générer beaucoup de revenus. Ouais. Après, sur... Ça peut être n'importe quelle boîte, ça reste centralisé, Oui, quoi. oui, oui. ça reste centralisé, voilà. Après, moi j'ai installé le truc, bon, ça a semblé fonctionner. Je suis allé voir le FAQ. Le FAQ a des questions, qu'est-ce qui se passe si Async n'est plus là? Alors il rassure, il dit, vous en faites pas, c'est pas perdu, mais c'est limite, faut rétro-ingénierer pour... bah, parce que à la base, c'est fait pour fonctionner avec Async. Donc ils disent, toutes vos données sont là, tous les trucs sont là, mais ça va être compliqué d'aller... Enfin, c'est pas impossible. Donc, il va falloir aller chercher les clés qui sont dedans et faire vous-même les signatures, les machins, les trucs, et vous pourrez vous démerder. Donc, il y a même ce côté-là que quand la question de... Je sais pas qui l'avait posé dans le forum, mais ils l'ont mis sur leur site. Qu'est-ce qui se passe si Async est plus là? La réponse, c'est pas impossible, mais vaut mieux qu'il reste là, quoi. Donc Voilà. ils peuvent pas siphonner nos fonds, Ils peuvent mais pas... ils peuvent très bien friser nos fonds à vie, en fait. Enfin, genre, En théorie, non, parce que s'ils frisent le fond, toi, en théorie, tu as toutes les données sur ton téléphone pour aller récupérer, pour aller faire valoir la clause là d'attente 24 heures, quoi. Il y aura un petit GitHub qui va se créer quelque part. Voilà, on espère que quelqu'un va rétro-ingénierer tout ça. Tu devrais être capable de trouver quelqu'un avec les compétences techniques nécessaires Voilà. pour pouvoir récupérer tes fonds. Mais une personne lambda, bonne chance. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, comme je crois qu'il disait dans la doc, il disait si Async est plus là, c'est qu'il y a vraisemblablement le Lightning non plus. oui, non, mais bon, ça, Bon, après, qui dit ça. voilà, à vous de juger l'argument. Donc voilà, mais c'est, on va dire, effectivement, on va dire, je sais pas, félicitations pour Phoenix qui a quand même réussi à rendre le self-custody à portée de tous. Mais encore une fois, c'est pas non plus, comment dirais-je, si parfait que ça. Et la conclusion, pour moi, elle reste un peu la même, quoi. Voilà. Donc on verra ce que l'avenir nous dira. Ouais, ce que j'espère pour Lightning, c'est que vraiment, ils soient intégrés dans Revolut, Twint, Swissquote et ainsi de suite. C'est quoi la motivation pour eux? La motivation pour eux, moi je pense que ça va être en gros, c'est s'il y en a qui le fait et que ça attire des clients. Si en fait les clients ils disent non mais c'est super, je peux enfin faire des paiements instantanés entre différentes apps, et qu'il y en a un qui commence et que ça fait venir des clients, les autres ils vont suivre, ils vont juste copier l'idée, quoi. Et ils pourraient même dire on n'a rien à foutre du Bitcoin. C'est-à-dire qu'on utilise Lightning comme une sorte de Swift. Donc si vous voulez envoyer du franc suisse depuis Revolut vers Twint, on convertit ça en Bitcoin sur Lightning, on passe ça dans Lightning, on reconvertit de l'autre côté. Possiblement. Là, j'avoue, je suis pas dans leur bureau, je sais pas ce qu'ils pensent. Mais c'est un cas où je me dis ça pourrait. Et surtout, il y a il y a un énorme avantage client. Pour lui, il va enfin avoir des transactions instantanées interopérables dans ta application. Et surtout, si vraiment tout est centralisé, là, comme on le dit, le client, qu'est-ce qu'il a? Il a une sorte d'adresse mail. Il dit, bah, voilà mon adresse Lightning qui ressemble à une adresse mail, tu dois m'envoyer des fonds. Donc, conceptuellement, en plus, c'est beaucoup plus simple que les 24 mots et compagnie, quoi. Donc, il y a un côté de la marge qui va pas être très haute et un gain qui n'existe pas dans la finance traditionnelle et que les gens aimeraient bien avoir, qui est là. Donc, je dis pas que ça va se faire, mais il y a, on va dire, une sorte de potentiel d'attractivité entre une utilisation qui est pas si compliquée et un gain à l'usage que les gens aimeraient bien avoir. Voilà. On passe à un cas d'usage qui est dans la roadmap de MicroStrategy. Bon bah, c'est en cours alors. Voilà. C'est possible. Ou ils pourraient même se dire, justement, on convertit rien, on fait un peu comme on s'envoie des SAT. C'est ça peut-être que faire une MicroStrategy. On s'envoie des SAT colorés en disant, bah ça c'est un SAT qui signifie que c'est $1, et puis entre eux ils se comprennent, quoi. Alors là, le rêve, rêve de finance décentralisée, il vole en éclats là. Mais c'est-à-dire qu'on aurait des sortes de SAT qui sont valables que dans des applications données, quoi. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pense du Lightning. J'ai adoré la théorie, mais plus le temps passe, plus je sens que l'engouement ne désespère pas, que on entend plein de gens qui me disent mais c'est super, c'est super, c'est super. Et moi je suis en mode ouais, c'est super techniquement, mais dans la pratique c'est tellement compliqué à gérer un nœud que personne ne va le faire. Et si vous n'avez pas de nœud, vous n'êtes pas self-custody, ou si grâce à Phoenix, mais un peu d'une manière dégradée, quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.